Alors que le monde marque ce 1er décembre la journée mondiale du sida, les progrès scientifiques contrastent avec des inégalités persistantes d'accès aux soins entre prévention et stigmatisation. Nouveau défi sanitaire, cette journée rappelle que la lutte contre le VIH reste un enjeu majeur de santé publique en Afrique comme ailleurs. La paix s'obtiendra en interne et pas dehors. Martin Fayulu demeure ferme sur sa position. En meeting ce week-end, la Mouka a rejeté les accords qui seront signés prochainement à Washington entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Il s'agit, selon de l'opposant, d'un schéma dangereux pour l'avenir de la RDC. Dans le monde, le sud-est de l'Asie subit des pluies torrentielles ces dernières semaines. En Indonésie, Thaïlande et Malaisie, on compte déjà plus de 1000 morts et des centaines de disparus, des routes coupées, des ponts effondrés et plusieurs villages isolés. Mesdames et messieurs, bonjour. Lors d'une matinée politique ce dimanche, la coalition Lamuka a rejeté le futur accord de paix qui devrait être signé dans quelques jours aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda. C'est une position consécutive au discours de son leader Martin Fayulu la semaine dernière, soupçonnant ce deal d'être un projet visant à hypothéquer l'avenir de la RDC, mais en plus sans réelle garantie de retour de la paix. L'opposant qui avait tendu la main au président de la République il y a quelques mois continue de plaider pour un dialogue inclusif en interne, gage de la cohésion nationale. Tout a commencé par une marche de soutien au nom à l'accord de paix RDC-Rwanda avant d'atterrir sur les lieux de la rencontre. Quelques partisans de Martin Fayulu ont fustigé la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi. Non, le peuple souffre, le peuple n'a pas mangé, le peuple n'a pas d'eau, le peuple n'a pas d'électricité. La sécurité, on n'en parle même plus. Voyez-vous, les braquages, l'insécurité, le peuple ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. La coalition d'opposition congolaise, la Mouka, a montré sa puissance devant des milliers de partisans venus des quatre coins de Kinshasa. L'objectif de cette réunion est de réitérer ses priorités face à la crise politico-sécuritaire que connaît le pays. Selon Martin Fayulu, la souveraineté nationale doit être préservée sans compromis. Toute démarche visant à diviser le pays est fermement opposée et seul un dialogue national inclusif permettra de rétablir l'unité et la cohésion nationale. Sous-entendu que Tomoneki Mikando Babimisaki Parafaki le 27 juin. Mais ton dimaki en côté. Yamona Siko est dans le lobby qu'il faut que le peuple congolais, à mon accord Rwanda, avant beaucoup négocier. Parce que ceux qui ont écouté Kamboka, est-ce que Mboko yo ezali ya motomoko? Est-ce que Mboko ezali kaka biso tozali awa? Est-ce que Mboko ezali ya Félix Tshisekedi yemoko? Mboka ezali ya biso banso ba Congolais. Rappelons qu'en prélude de la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda, qui intervient dans un contexte très tendu, marqué par le non-respect de la résolution 2773, la violation de cessez-le-feu sur les terrains, les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi, face à la communauté congolaise vivant en Serbie, a exprimé sa position claire sur les brassages et le mixage dans son armée, qui selon lui sera exclu ce jeudi 4 décembre à Washington. Par ailleurs, vu que le président de la République aura un début de mois de décembre plutôt chargé, comme vous le constatez, la conférence des gouverneurs, encore confirmée le mois dernier, a finalement été reportée à une date ultérieure. Alors qu'il y a un semestre, tous les gouverneurs s'étaient retrouvés dans la rayonnante province du Lualaba et se sont engagés à travailler pour le développement de leurs entités respectives. Le mouvement n'a pas suivi partout, parce que l'une des raisons sous-entendues de ce report, c'est la précarité qui caractérise encore le lieu du rendez-vous de cette nouvelle édition. Le Bandundu, région quasi voisine de Kinshasa, broie du noir et connaît des difficultés dans tous les domaines, sécurité, énergie, infrastructure et autres.
Le retour de la pluie à Kinshasa s'est accompagné d'une tempête, tant médiatique que politique, qui risque d'avoir raison sur le fauteuil de Daniel Bumba à l'hôtel de ville. Le gouverneur a courageusement pris part à une émission à sensation le week-end, mais cette fois, c'est à l'Assemblée provinciale qu'il est attendu. Le député Aubin Moukanou a adressé une question orale au chef de l'exécutif provincial avec plusieurs inquiétudes sur le quotidien du Quinois. Il a été joint au téléphone pour la rédaction de Télé 50 par Rodrigue Mombéré. Nous avons eu encore une fois énième interpellation. On a eu à formuler à l'égard du gouverneur. Vous savez bien que au début de la session, j'avais déposé ma question orale dont le gouverneur n'a pas eu le temps. Comment je veux dire, il a eu à faire de manigances pour ne pas venir. Et cette fois-ci, je crois bien que les temps le rattrapent par rapport aux faits. Je crois bien que avait promis un budget de 10 milliards 900 millions de dollars. À ce jour, il a réalisé 53 millions de dollars lors de sa première année. Même pas 1% de réalisation de ce qu'il a promis. Les recettes de DGRK, qui étaient avant à 5 millions, actuellement les recettes reviennent à 2 millions de dollars mensuellement. Vous avez vu vous-même l'insalubrité, tout ce qui est comme déchets que nous constatons après les pluies. Et tout ça là, ça nous pose des questions de savoir où en est-on avec le programme Kinshasa Zobonga. Nous a promis que Kinshasa est Gobonga. Actuellement, nous constatons que Kinshasa Zobonga. C'est la raison pour laquelle nous devons faire le point, de savoir qu'est-ce qu'il a déjà réalisé, qu'est-ce qu'il ne va pas, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à corriger. À l'occasion de la journée mondiale du sida, les acteurs de la santé et de la société civile rappellent que la lutte contre le VIH reste un enjeu majeur de santé publique marqué à la fois par des avancées déterminantes et des défis persistants entre prévention, accès au traitement et lutte contre la stigmatisation. Cette journée offre un temps d'arrêt pour mesurer le chemin parcouru et réaffirmer les engagements nécessaires afin d'atteindre l'objectif d'une génération sans sida. Pour cette édition, nous sommes en direct avec Dr Rachel Ndaya et les responsables de RACOJ engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. Bonjour docteur, première question, pouvez-vous décrire le sens que vous donnez à la journée du 1er décembre, vous, en tant que professionnel de santé, nous voulons dire? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'accordez, votre chaîne. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans le monde entier où nous réfléchissons, nous commémorons la riposte au VIH-Sida. C'est un jour pendant lequel nous pensons à tous ceux que nous avons perdus, tous ceux qui sont décédés à cause du VIH-Sida. Également, c'est un jour qui fait beaucoup réfléchir sur ce que nous devons faire. Comme vous le savez, le thème de cette année, le thème international, c'est surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Tandis que le thème national nous parle d'une riposte équitable pour une RDC sans VIH. Vous êtes sans ignorer avec la réduction au niveau mondial du financement de la santé. Aujourd'hui, nous faisons un plaidoyer auprès du gouvernement congolais pour la prise en charge de populations congolaises qui vivent avec le VIH-Sida et aussi pour prévenir le VIH-Sida. Alors depuis longtemps, comme vous le dites, la RDC est engagée dans cette lutte contre le VIH-Sida dans un projet dénommé notamment Zéro Sida en RDC à l'horizon 2030. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, fin 2025, pensez-vous que c'est toujours possible et où en êtes-vous avec ce projet concrètement? Oui, c'est parce que nous pouvons continuer à espérer. Nous pouvons continuer à espérer parce que à ce jour, il y a eu trop d'avancées dans la riposte contre le VIH-Sida. Il y a des communautaires, donc les organisations de la société civile qui sont vraiment engagées dans la sensibilisation de population et dans le plaidoyer auprès du gouvernement pour que cet objectif puisse être atteint. C'est pour cela le thème national parle d'une riposte équitable pour une RDC sans sida d'ici 2030. Donc nous continuons à garder l'espoir que avec tout ce qu'il y a comme avancée, le sida pourra devenir une histoire passée dans notre pays.
Merci beaucoup, docteur. Autre chose à présent, dimanche 30 novembre, Isiro a accueilli des milliers de fidèles venus de tout le pays. Et d'ailleurs, à l'occasion du grand pèlerinage organisé par le Sanctuaire national de la Bienheureuse Anouarite, une marche spirituelle qui a conduit les pèlerins de Ndinglipi jusqu'à la cathédrale d'Isiro sur les pas de la première martyre béatifiée du Congo. L'exercice spirituel a débuté à Ndinglipi, dans la périphérie d'Isiro, lieu de la première sépulture d'Anouarite et Marie-Clémentine, martyrs de la foi catholique tués en 1964 par les rebelles Simba. Prière du chapelet, chants liturgiques, méditation, intentions personnelles, tout au long du parcours, les fidèles ont exprimé leur foi avec ferveur. La procession a pris fin à la cathédrale d'Isiro où reposent aujourd'hui les corps de la Bienheureuse. Bien avant les débuts du pèlerinage sur place à Ndinglipi, une prière a été dite par Monseigneur Sosten Ayikouli, évêque des Mahagi Nyoka, en présence de Monseigneur Madrapile, évêque d'Isiro Nyangara, d'une centaine de prêtres et de plus de 200 religieuses et religieux. Dans sa méditation, Monseigneur Ayikouli a rappelé l'essence profonde du pèlerinage comme un retour vers Dieu, un temps de prière, de pénitence et de conversion. Le pèlerinage n'est pas seulement un déplacement géographique, mais surtout un déplacement intérieur. Il a exhorté les fidèles à imiter Anouarite dans sa devise « Servir et faire plaisir ». Cette longue marche empreinte de ferveur a transformé les rues de la ville en un véritable chemin de foi rythmé par les prières, les chants mariales et la réflexion intérieure. Ce moment fort du pèlerinage a permis aux participants de vivre une expérience de communion et de recueillement sur les pas de la martyre congolaise. Ce lundi 1er décembre, l'église catholique de la RDC commémore officiellement la mémoire d'Anouarite. Une messe solennelle sera célébrée au sanctuaire par Monseigneur Dieudonné Madrapile, évêque d'Isiro Nyangara, pour clôturer ces moments forts des foi et des communions. Des nouvelles de l'opération Ndobo, mise en place pour débarrasser la capitale Kinshasa de la vermine criminelle. Après les récentes instructions du président de la République, un bouclage mixte PNC-FARDC dans la commune de Lantsele a permis de mettre la main sur 115 personnes présumées bandits. Ils ont été interpellés en possession des machettes et autres stupéfiants saisis par les forces de l'ordre. Les forces de sécurité et de l'ordre ont mené dans la nuit de samedi 29 à dimanche 30 novembre un bouclage mixte dans la commune de Lantsele, précisément dans la partie comprise entre l'arrêt Carrière et Terre Jaune. L'opération conduite par le général Stasien Bouilly de la 14e région militaire des FARDC et le commissaire divisionnaire Israël Kantou de la PNC a abouti à l'interpellation de 115 personnes, certaines munies des machettes et divers stupéfiants. Nous avons organisé une opération spéciale dans le cadre du renforcement de l'opération Ndobo Kanga. C'est ainsi que nous avons été là-bas pour mettre en confiance la population pendant cette période de festivités et de nativités. Les instructions de la hiérarchie et surtout de la haute hiérarchie, parce que le commandant suprême, je dis ici, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a dit ceci: il ne veut pas entendre encore une fois que sa population souffre de l'insécurité. Nous demandons à la population qui multiplie encore la confiance à sa force de sécurité et de défense. Au débriefing de l'opération, le commissaire provincial de la PNC a appelé la population à collaborer avec les forces de sécurité pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui déstabilisent sa quiétude. Ce bouclage a visé le renforcement de l'opération Ndobo, matérialisée par l'opération Kanga Kanga, lancée dans l'objectif de sécuriser les Kinois pendant la période des festivités de fin d'année. Dans le monde à présent, le sud-est de l'Asie subit des pluies torrentielles ces dernières semaines. En Indonésie, Thaïlande et Malaisie, on compte déjà plus de 1000 morts et des centaines de disparus, des routes coupées, des ponts effondrés, des villages isolés. Les autorités et les secours s'efforcent d'atteindre les zones sinistrées pour venir en aide aux populations touchées.
Routes coupées et ponts effondrés, coulés debout, les dégâts matériels sont considérables. Tel est le spectacle auquel font face les habitants de l'Asie ces derniers jours, suite aux pluies torrentielles d'une intensité exceptionnelle qui s'abattent dans plusieurs pays. En Indonésie, l'île de Sumatra est particulièrement touchée. De la province d'Aceh, des villages entiers sont isolés, les maisons et les cultures recouvertes d'une épaisse couche de boue. À Sungai-Nyalo, à une centaine de kilomètres de Pandang, les habitants attendent désespérément l'aide des secours. Le bilan provisoire est dramatique. 500 et des morts et plus de 500 disparus. Le président indonésien Prabowo Subianto a immédiatement mobilisé des avions, hélicoptères et militaires pour atteindre les zones isolées et venir en aide aux sinistrés. Dans le sud de la Thaïlande, les pluies ont également provoqué d'importantes crues. Les routes et ponts submergés ont coupé l'accès à de nombreux villages, forçant les habitants à se réfugier sur le toit ou dans des centres d'urgence. Au moins, 33 personnes ont perdu la vie et les autorités redoublent d'efforts pour évacuer et secourir les populations touchées. En Malaisie, les États de Kelantan, Terengganu et Pahang ont été gravement touchés par des inondations. Des milliers de familles ont dû quitter leurs maisons et se réfugier dans des centres temporaires, tandis que les infrastructures routières détruites compliquent la distribution des vivres et l'accès aux soins médicaux. Partout, le changement climatique semble amplifier ces catastrophes. Le pluie d'une intensité sans précédent transforme les rivières en torrents dévastateurs et les paysages familiers en scène de désolation. Malgré la mobilisation de gouvernements et des organisations humanitaires, l'angoisse et la peur restent palpables parmi les populations sinistrées qui espèrent que les secours arriveront avant que la situation ne s'aggrave davantage.